Net a présenté d'une certaine manière la force de cette feuille de route de la CEDEAO. Au même moment, il a aussi évoqué les faiblesses de cette feuille de route qui constitue notre guide en tant que Togolais. Et en troisième partie, il a officiellement donné la position du net, qui constitue son parti bien sûr. Alors, la troisième, je ne sais pas trop, nous allons vous donner le micro où vous allez poser des questions, c'est la phase des questions, la phase du débat. Donc on va procéder par 5 questions. Oui, le président. 3. Ok. Ok, on va le dire total. Visage Togo, journaliste. Ma question, j'ai un peu de 3 questions pour ce directement. Vous avez tout à l'heure dit que l'Union européenne a fait des recommandations pour le Togo. À vous entendre, on a comme l'impression que ces recommandations doivent être mises en application par les acteurs politiques, c'est-à-dire le pouvoir et l'opposition. Alors ma question, c'est de savoir qui va mettre en application ces recommandations. Est-ce le pouvoir en place ou l'opposition? Ma deuxième question, je voudrais avoir la position du NEC ou des centristes par rapport à la sortie, la récente sortie de la CENI qui faisait une injonction à l'opposition d'envoyer ses membres pour compléter le nombre des acteurs au niveau de la CENI. Ma deuxième question, je ferai un peu plus les poser. Vous avez également soulevé le code électoral tout à l'heure. Alors, moi je dis, quand les chefs d'État ont sorti cette décision que moi j'appelle injonction, je me dis, ils ont parlé du processus électoral. D'accord? Alors je me dis, est-ce que le code électoral aussi ne figure pas, c'est-à-dire revoir le code électoral, est-ce que cela ne figure pas dans ce qu'ils appellent processus électoral? Est-ce que ce code-là n'est pas à revoir, puisque c'est tout cela en fait qui pose problème aujourd'hui? Ensuite, vous parlez de consensus au sein de l'opposition. Alors là, je suis un peu étonné parce que quand vous dites consensus, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que la C14 puisse accepter, vous accepter de nouveau, être avec vous pour un consensus, vu que vous avez quitté cette C14 là, d'abord de par le passé, vous avez quitté, je crois que c'était CAP ou Arc-en-Ciel, je crois, un truc comme ça, et après vous êtes revenu, vous êtes reparti. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes sûr qu'on puisse encore vous faire confiance au sein de cette opposition pour faire un consensus avec vous? Et peut-être pour terminer, souffrez de chance. Alors vous dites aussi que l'opposition n'est jamais arrivée à démontrer les fraudes au niveau de la CENI. Alors là, je suis étonné parce qu'en 2015, il y a un mémorandum que CAP 2015 avait été sorti pour démontrer les fraudes massives qu'il y avait eu lors de l'élection de 2015. Est-ce que vous n'êtes pas au courant de ce mémorandum? Et de façon générale aujourd'hui, tout le monde, même un enfant de 15 ans, 10 ans, il sait que la CENI est une machine à fraude pour le régime. Et là, est-ce qu'on a encore besoin de démontrer quelque chose là-bas? Et pensez-vous aujourd'hui qu'on puisse aller à un référendum, puisque aller à un référendum ouvrirait encore la voie à M. Faure d'enseigner pour un autre mandat? Merci. Que les citoyens veulent et à ce que la loi dit. Aujourd'hui, si vous me demandez qu'est-ce que je veux, j'ai envie de devenir président de la République. Est-ce que je suis président de la République? Non. Peut-être que là où tu es ministre de la communication, mais bon, c'est pas encore arrivé. Donc, si aujourd'hui, le référendum là, c'est uniquement dans l'hypothèse où les acteurs politiques n'arrivent pas à trouver un consensus au niveau de l'Assemblée nationale. Encore une fois,
ce n'est pas nous. Nous, on n'a pas de force. Mais c'est l'article 144 de notre Constitution qui dit, à défaut de trouver les cas cinquièmes, soit son très député, c'est l'hypothèse numéro 1, obtenir les 2 tiers des députés, le vote des 2 tiers des députés à le référendum, ou alors aller à un référendum d'initiative présidentielle. Donc lui, c'est que nous avons fait le choix de la démocratie, et dans une démocratie, c'est le droit, c'est la loi qui commande. Donc, si, et je pense que la CEDEAO a vu venir le piège, et a dit, faire la réforme à l'Assemblée nationale et à défaut référendum. Mais je veux aussi rappeler aussi que le 5 octobre dernier, 2017, la même CEDEAO nous avait enjoint et empressé même d'aller au référendum. Moi, j'ai été surpris quand j'ai eu l'impression que les acteurs donnaient beaucoup de confiance à la CEDEAO, qui déjà le 5 octobre 2017 recommandait au gouvernement togolais d'aller rapidement au référendum. Donc, en réalité, ils sont revenus à des vieux amours. Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les principaux protagonistes qui ont accepté la vitraille de la CEDEAO. Personne n'a demandé mon avis malheureusement. Maintenant, en ce qui concerne les fraudes, Monsieur Assia-Kole, j'ai été candidat aux élections de 2015, au lendemain de la proclamation des résultats. Je fais un témoignage que j'ai toujours fait. J'ai pris le soin d'appeler les 4 candidats de l'opposition pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient faire, qu'est-ce qu'ils avaient comme élément. Je ne vais pas rentrer dans trop les détails, mais les 3 premiers, à savoir le MCD et l'ADI, n'avaient pas plus d'éléments que nous on en avait, puisqu'on en avait quand même. Et on n'a jamais fait mystère sur les irrégularités qui ont entaché le scrutin, même si nous avons retenu que ces irrégularités-là n'étaient pas de nature à inverser les résultats. Puisque le recours n'a de sens que s'il y a possibilité d'inverser. Et le 3e candidat que j'ai appelé, c'est le grand frère, je l'ai toujours appelé comme ça, c'est M. Jean-Pierre, qui m'a dit qu'il ne ferait pas de recours parce qu'il n'avait aucune confiance à la Cour constitutionnelle. Maintenant, après, il faut qu'on soit peut-être quelque part rigoureux sur nos engagements. L'hypothèse numéro 1, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez le foot, mais c'est un peu comme vous allez rentrer pour jouer au match de foot. Vous rentrez, vous jouez, vous marquez des buts, la bite ici, vous marquez des buts, la bite ici, moi la bite, vous marquez un but, et vous dites que non, la bite là, c'est le frère du gardien, dans mon organisation. Hypothèse numéro 1, nous partons du principe que la Cour constitutionnelle n'a pas la crédibilité, et en ce moment-là, ça sert à rien. Aux élections, l'hypothèse numéro 2, c'est que nous pensons que la Cour constitutionnelle a la capacité de voir du contentieux électoral, et en ce moment-là, nous allons, et nous lui envoyons le contentieux. Le problème au Togo, c'est qu'on n'a jamais, en dehors des élections législatives, où il y a souvent saisi de la Cour constitutionnelle, pour les élections présidentielles. Bon, en 2010, je me souviens, le BDP avait saisi la Cour constitutionnelle, mais le BDP était à 0, quelque chose, et puis bon, comme nous aussi, avec nos 1, machin truc là, ça ne sert à rien. Il aurait fallu avoir 59, quelque chose, ça ne changeait pas grand-chose. Donc, la question n'est pas ce que l'enfant de CP1 sait, mais la question c'est qu'est-ce que dit le droit. Parce que nous ne pouvons pas continuer à faire la politique en disant tout le monde sait. C'est ce que nous faisons depuis 25 ans. Et ça ne marche pas. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Ça ne marche pas. Parce que si nous nous appuyons pour dire tout le monde sait, ben, écoute, tout le monde sait, mais à la fin de la journée, c'est moi qui ai au pouvoir. Donc, s'il y a eu une saisie de la Cour constitutionnelle, en ce moment, les arguments avancés au niveau de la Cour constitutionnelle nous permettraient éventuellement même de dire que, ben, écoutez, ben, on a quand même présenté des arguments qui ont été rejetés par la Cour constitutionnelle. C'est qu'en 2015, il n'y a pas de saisie. Même en 2010, parce que les éducateurs vont me poser la question, on la pose tout le temps. En 2010, quand il y a des gens qui ont commis une grosse stupidité à aller saisir le matériel à la César, mais ça faisait 8 jours après les élections, alors qu'une élection présidentielle, c'est 48 heures. Et donc, si les délais de saisie de la Cour constitutionnelle sont fort clos, vous pouvez même présenter tous les arguments, mais vous n'aurez absolument aucune chance de vous faire entendre. Donc, c'est ça le problème, c'est que si nous disons, de dire, ok, d'accord, nous pensons les règles du jeu, et nous les utilisons, ou bien ben, nous ne les utilisons pas. Si on pouvait aller à une élection et puis dire partout que bon, on vous a volé, la preuve c'est que ça fait combien d'années qu'on dit qu'on nous a volé et que ça a changé. Donc, ce que nous disons, c'est que c'est notre capacité à saisir les organes de régulation des élections et à leur montrer l'étendue des fraudes. Ça, c'est l'élément sur lequel j'insiste. Sinon, après, le reste est subjectif.
Chaque parti, bien entendu, fait sortir son mémorandum, même un mémorandum, il y a celui du parti, et ainsi de suite. Je me souviens, il y a une année où même l'UNIL aussi, ou bien le RPT s'est plaint qu'on a triché. C'est en quelle année là? Où le RPT à l'époque, je ne sais pas si c'était 2013 ou bien 2010, a allé saisir aussi la Cour constitutionnelle, je ne sais plus. Mais bon, comme vous voyez, chacun peut saisir la Cour constitutionnelle. Et vous demandez si la C14 peut nous accepter. Non, on ne veut pas rentrer dans le groupe. On n'a jamais demandé ça, on n'a même pas demandé. Non, le consensus, on dit s'il peut y avoir consensus à l'Assemblée nationale pour voter le texte de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. D'abord, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Et nous l'avons dit depuis le 20 décembre 2014, nous ne voulons plus rentrer dans les mouvements politiques. Si demain, nous faisons un effort et que nous allons à l'Assemblée nationale, là, à l'Assemblée nationale, on peut se mettre en alliance et en, comment on appelle ça, en groupe parlementaire avec une personne. Parce qu'aujourd'hui, imaginez, je touche du bois, si demain, il faut avoir 91, donc on va dire 46 députés pour être majorité à l'Assemblée nationale. Mais si demain, par hasard, l'opposition a 46 députés de plusieurs partis, ben vous mettez ensemble et vous avez un groupe parlementaire qui vous permet même de prendre le poste de Premier ministre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc nous, on fait de regroupement là. Actuellement, là, on fait. Déjà, le peu qu'on fait, c'est compliqué, donc allez se rentrer dans votre toujours. Le code électoral. Bon, en fait, la question du code électoral, c'est que quand vous prenez, j'en ai parlé tout à l'heure dans ma présentation, c'est que dans les recommandations de la CEDEAO, vous avez des éléments qui sont constitutifs du code électoral. Le vote électoral de la diaspora sont dans le code électoral. Mais ça a été sorti et présenté. Le fichier électoral est dans le code électoral. Ça a été sorti et présenté. C'est pour ça qu'on dit qu'il reste un flou parce que les éléments qui paraissent, on est obligé de faire que des interprétations. Si le code électoral, les votes électoraux de la diaspora ont été précisés dans les recommandations, ben pourquoi éventuellement, pour éviter les choses dans lesquelles nous sommes actuellement en train de se crêper le chignon pour pas grand chose, pourquoi ne pas préciser que la CENI doit être recomposée au même titre que le fichier électoral, que le vote électoral de la diaspora? On va même plus loin, la recomposition de la Cour constitutionnelle est un élément du code électoral puisqu'il connaît du contentieux électoral. Donc c'est pour ça qu'on dit que en réalité, sur le point D, on ne peut faire que des interprétations, quitte à ce que maintenant rapidement la CEDEAO nous situe. Je ne dis pas que la CENI telle qu'elle est bonne ou elle est mauvaise en réalité. Bon, vous savez, quand je vois le débat qui se met en place, alors qu'en 2007, en 2010, en 2013, en 2015, il n'y avait ni le net, ni l'OLU à la CENI. On avait ce que nous appelons opposants tonton à la CENI, et que ça n'a pas empêché les gens de gagner. Donc pour nous, ce n'est pas la CENI, il ne faut pas dépasser les histoires. En 2015, le nom n'était pas la CENI. Le OBU n'était pas la CENI. Et en 2014, comme vous l'avez si bien dit, nous avons été membres fondateurs de CAP 2015, on a parti, on a revenu, on a reparti. On a été membres fondateurs de CAP 2000 et de Arc-en-Ciel. Moi, je vois encore aujourd'hui la photo du pauvre Agboyobo et Agboyomé en train de sauter les murs le 12 avril. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est même. Est-ce que ce n'est pas gênant de dire que cette personne-là, au but, qui a créé le fameux truc à Agboji et les trompeurs de Jéricho, on lui dise, ah ben écoute, maintenant que tu n'es plus avec nous, ben, tu n'as plus de l'opposition. Je prends l'exemple du net. Depuis 2012, trouvez-nous dans les propos des positions du net une seule fois où nous avons appelé à soutenir l'Union. Jamais. Mais il nous est arrivé, bien entendu. Je le dis toujours, ils sont en train de faire leur histoire d'électrification en 30 000 foyers. Je trouve que c'est une bonne chose. Parce que de toute façon, ils sont venus pour faire ça. Le mec, il a fait les routes là, pour le moment, je suis bien content de rouler sur les routes. Je ne vais pas lui dire que non, mais pourquoi il a fait les routes bien, pourquoi on va dire, puisque de toute façon, le budget du pays, qui est constitué de vos impôts et des nôtres, ben, il faut bien faire quelque chose avec notre argent. Mais est-ce que si je dis que c'est bien les routes, que c'est bien d'électrifier, parce que donner de l'électricité à des pauvres gars dans les villages, que c'est une bonne chose, ça fait de moi une béquille d'unir, ben, donc honnêtement, donc, je suis d'accord d'être. Si c'est pour ça, là, je suis d'accord, je prends. Je prends, là, je prends tout de suite. Donc voilà, le truc c'est que, en réalité, nous sommes dans une position où le code électoral, les éléments, il y a déjà des éléments du code électoral qui ont été ressortis par les recommandations de la CEDEAO, qui ont été mis en exergue. Donc maintenant, est-ce que ça veut dire que
Pour ça, c'est pour ça que je vous ai répondu en disant que la CENI a fait sortir la reprise de ces activités quand M. Brouve était encore dans notre pays. Donc aujourd'hui, il nous reste tout simplement à ce que l'hypothèse numéro 1, on peut même dire que peut-être il n'a pas vu avant de partir. Hypothèse numéro 1, il faut saisir les facilitateurs pour dire, vous voyez ce que la CENI est en train de faire. Et tu peux dire non, ce n'est pas dans l'esprit de nos recommandations, stoppez. Ou bien alors, s'ils ne disent rien, c'est que moi je pense qu'on a plus intérêt au niveau de l'opposition à essayer de trouver une façon de s'associer rapidement au processus parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le vœu caché aussi de certains, c'est de faire en sorte que l'opposition soit sérieusement fragilisée et que éventuellement ils fassent la réforme après le 20 décembre sans passer par un référendum parce que ça coûte beaucoup cher, ça fait 6 à 7 milliards. Donc ça peut être, je ne dis pas que c'est le cas, mais ça peut être, puisqu'on n'a pas une limitation. Vous avez parlé de... bon, je vous ai répondu, hein, la sortie de la CENI. Il faut qu'on comprenne une chose, et j'aimerais le dire à vous, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes légalistes. Si aujourd'hui, l'article 12 de la CENI fait